Bah oui, j'ai le maillot des Anglais, tu rêves pas. Attends, écoute au moins l'explication avant de quitter la vidéo. Non, et rassure-toi, j'ai surtout pas envie qu'ils gagnent la Coupe du Monde. Mais j'ai envie qu'ils fassent d'une pierre deux coups. Premièrement, ils éliminent les Bucks en demi, et ensuite ils se font atomiser en finale. Ça serait pas le kiff quand même. Et pour tous ceux qui m'ont déglingué dans la vidéo sur mes pronostics que vous allez pas aimer, la première demi-finale, ça serait l'Australie contre l'Afrique du Sud. Et sur l'autre demi, la Nouvelle-Zélande contre l'Argentine. Franchement, je suis pas loin, hein. 3 équipes sur 4 en demi-finale. On a l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, les Bucks, et j'avais dit l'Australie et pas l'Angleterre. Mais les deux équipes, elles étaient un peu dans le down avant la Coupe du Monde et je savais qu'il y en avait une qui allait parfait. Allez, les demi-finales de la Coupe du Monde ce week-end, ça va quand même être des beaux matchs de rugby. Je vous avoue que je suis encore un petit peu assommé après la défaite de l'équipe de France et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et il va falloir le temps pour se relever, pour l'absorber et le digérer, et je pense qu'on va réellement tourner la page que sur le tournoi 2024, le tournoi de destination, quand on va repartir sur un nouveau cycle. Mais pour le moment, en fait, c'est normal qu'on soit tous un petit peu HS. Pour les demi-finales, tout le monde a tendance, et moi le premier, j'avais tendance à dire ah mais ça va être flingué, il va pas y avoir de match, nanani nanana. Et bien en fait, je suis revenu sur ma position. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es dans une compétition, tu es en demi-finale de la Coupe du Monde, tu ne sais pas comment les équipes elles se sont préparées, mais pour le moment, tu prends l'Angleterre, ils n'ont pas perdu un match. Sur le match de la France, je vous avais présenté la cote de mon partenaire TheBet que j'appréciais, où c'était match nul à la mi-temps et victoire de la France. Encore une fois, c'est pas trop loin parce que tu mets une pénalité juste avant la mi-temps et puis que c'est l'Afrique du Sud qui gagne accessoirement. Mais vous commencez à savoir ce que j'aime bien comme type de cote. Eh bien, pour ma part, il y a ce match Argentine-Nouvelle-Zélande. Les Argentins, ils sont très accrocheurs. Si tu regardes leur dernière performance, ils font souvent de très belles premières mi-temps. Contre l'Afrique du Sud, cet été à la mi-temps, ils mènent 10-3. Et sur l'autre match contre l'Afrique du Sud, ils perdent 15-9. Mais contre les Blacks, ils se font souvent éventrer à la mi-temps. Sur les 3 dernières oppositions contre les Blacks, à la mi-temps, il y en a une fois où ils perdent 31-0, 31-0 à la mi-temps, 24-3 à la mi-temps et l'autre 15-12. Par contre, quand ils tiennent le score 15-12, ils sont menés de 3 points à la mi-temps, ils gagnent en Nouvelle-Zélande. Alors même si les Blacks ils sont monstrueux en ce moment, moi je suis quasiment persuadé que l'Argentine va tenir le score jusqu'à la mi-temps. Ils n'ont pas le choix, de toute façon, s'ils veulent passer, il faut serrer dès le début. Les Blacks, tu peux rien leur laisser. Une fois qu'ils ont pris le score, c'est impossible de revenir, très compliqué. Alors je vous propose une cote qui va être plutôt tranquille et qui est l'Argentine gagne à la mi-temps en partant avec plus 8 points au début du match. La cote elle est à 1,65. Évidemment, elle est doublée avec le code UPRUGBY et donc elle passe à 3,30. Et donc l'Argentine qui mène à la mi-temps avec plus 8 points, cote à 3,30, pour moi ça me semble assez safe. Côté Afrique du Sud, Angleterre, je l'ai chopé direct et je l'ai mis, c'est match nul à la mi-temps et victoire de l'Angleterre, cote à 90. Ouais, tu m'as entendu, les Anglais, je suis sûr qu'ils vont aller en finale. Ils perdront la finale à ma grande joie, mais ils seront en finale. Et si tu veux la jouer un petit peu plus safe, il y a une cote juste sur la victoire de l'Angleterre qui est à 5,2 et qui est doublée avec mon code, donc ça te fait du 10,4. Toutes les cotes sont doublées pour les nouveaux inscrits. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre TheBet et toute la communauté TheBet. Tu vas voir, les cotes, elles sont vraiment sympas. Et en plus, avec mon code, si tu t'inscris, elles sont doublées. La devise de TheBet, c'est jouer pour le plaisir et ne surtout pas parier des sommes d'argent que tu n'es pas prêt à perdre sans conséquences négatives sur ta vie. Parce que le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est de travailler. On part sur la présentation de ces 2 demi-finales maintenant. Mais avant, si t'es pas abonné, c'est le moment de le faire, de lâcher ton meilleur pouce bleu. Et on est parti. L'Argentine, j'ai l'impression que c'est vraiment tout ou rien. Ils ont produit énormément de jeux dans le Four Nation cet été. Ils se sont radicalement éteints en phase de poule de la Coupe du Monde. J'ai vu des matchs de l'Argentine, mais tu les reconnais pas, méconnaissables. Tu les regardes jouer contre des Anglais qui sont à 14 et rien. Pas de combat, pas d'intensité, pas 3 passes d'affilée. On a vraiment l'impression qu'ils se font pas 3 passes d'affilée, qu'ils sont dominés sur les collisions et que leurs lancements de jeu sont pas bons et qu'ils prennent des essais casquettes. Et moi, franchement, j'ai trouvé ça très particulier. Au même regard que l'Angleterre, on en parlera peut-être après. Pourquoi est-ce qu'une équipe qui est forte s'éteint? Et en fait, je pense que c'est essentiellement dû à la préparation physique. C'est-à-dire qu'ils font peut-être partie de ces équipes qui se sont dit ok, nous, notre pic de forme, on le veut pour les quarts de finale. Les phases de poule, on va serrer les dents et on les passe. Parce qu'on l'a appris maintenant. Mais pour la Nouvelle-Zélande et la France, même chose, hein, le match d'ouverture, ils n'ont pas leur pic de forme. D'un côté, ils vont jouer Uruguay, Namibie derrière. T'as pas besoin d'être au top de ta forme, avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes. Et donc, si les Argentins, ils ont fait pareil, ça s'explique aussi sur leur niveau pendant les phases de poule qui est catastrophique. D'un point de vue rugbystique, ils ont vraiment tous les attributs des grandes nations. Oui, tu m'as entendu. Je te parle souvent des micro-attaques et tu te demandes sûrement ce que c'est. Tu le comprends plus ou moins. Eh bien, c'est ça. Quand tu as ton système de jeu en 1-3-3-1, généralement, tu as ton bloc 10 avec des animations qui lui sont propres. Eh bien, une fois que tu es passé par là, en fonction de la vitesse de libération du ballon, du rapport de force et de la disponibilité des joueurs, l'objectif, c'est de retrouver des structures d'attaque que tu connais. En fonction de ce que tu identifies,
tu vas faire des choix et en fonction de ces choix, tu vas avoir des circulations de joueurs différentes sur un même positionnement initial. Reprenons l'exemple de cette micro-attaque. Tu as grossièrement un 4 contre 3 avec ton premier attaquant, généralement le 10, un bloc 12 que j'appelle un bloc 12 qui est composé de deux profils perforants qui sont en règle générale des avants et des profils plus lecture ou vitesse qui sont des 3/4. Les micro-attaques sont propres à chaque situation et tu dois donc prendre les informations en amont. Sur une même structure d'attaque, en réalité, tu as différentes sorties avec différentes circulations de joueurs. Ça te paraît compliqué, bouge pas, je vais t'expliquer en 3 minutes. Dans ce cas de figure, pendant que le bloc 10 est en train de travailler, tu vois clairement le 10 qui va prendre l'information de l'intervalle qu'il a identifié à attaquer ou des fois tout simplement d'un profil de joueur. Si tu identifies un profil faible, tu te dis pourquoi pas. Ou en fonction de ce que tu as mis en place comme stratégie avant le match en te disant on va faire jouer plutôt tel joueur. Si tu opposes dans un couloir un ailier et un pilier, c'est bingo. Tu vois le premier joueur du bloc 12 qui va donner l'information au second joueur et il se positionne avec le 10, le bloc 12 très serré et le joueur rapide dans l'axe du premier joueur du bloc 12. Maintenant, la circulation qu'ils utilisent dans cette micro-attaque est la suivante. Le porteur du ballon va venir attaquer le second défenseur. Pour arrêter le premier joueur du bloc 12 vient croiser. Cela veut dire que tu te facilites la tâche. Tu passes d'un 4 contre 3 à un 3 contre 2. Le 3 contre 2 se fait donc avec un joueur à hauteur et un joueur dans le dos. Si on met un arrêt sur image, tu te dis évidemment le jeu dans le dos pour attaquer un intervalle ici, c'est la solution la plus facile. Maintenant, dis-toi que les joueurs ont énormément de vitesse et une grosse pression. Les choix de lecture ne sont pas toujours bons, mais tu as le porteur de balle qui va au contact de son vis-à-vis. Il ne lâche pas le ballon avant, il met un petit crochet intérieur juste avant, donc il arrête le second joueur qui vient de plaquer. En faisant ça, il se ferme quasiment l'option du joueur dans le dos, car ça serait une passe à la hug très risquée. Le second joueur du bloc 12, lui, vient attaquer l'intérieur de son vis-à-vis avec le joueur dos qui ressort à hauteur. C'est-à-dire que ce joueur-là n'a qu'une seule ambition, passer les bras. Il n'a pas besoin de regarder pour envoyer la petite passe supplémentaire, car tu sais que dans ce cas de figure, le joueur dos ressort à hauteur. Et à ton intérieur, tu as le premier joueur du bloc 12 qui avait proposé une croisée qui revient. Et cela, c'est simplement un pattern sur une micro-attaque. Sur la même configuration, avec ton 10, tes deux joueurs du bloc 12 et un joueur dans le dos, tu as différentes options possibles. Si c'est le premier joueur qui est servi, si c'est le joueur dans le dos, si c'est le 10 qui lâche pas son ballon et qui attaque l'intervalle. Et en fonction du choix qui est fait, tu vas avoir des circulations différentes des joueurs. Tu veux même pousser la chose un petit peu plus loin, tu vas travailler des attitudes au contact spécifiquement à ces micro-attaques et à ces patterns pour te sortir d'une situation. Si par exemple, comme dans l'exemple, tu as décidé de servir le deuxième joueur du bloc 12, et que lui, il va forcément venir attaquer l'intérieur de son vis-à-vis. Tu vas voir comment est-ce que tu peux te sortir s'il a le ballon côté contact, en passant le bras par-dessus par exemple, s'il a le ballon qui n'est pas côté contact en serrant pour pouvoir faire jouer, et tu vas avoir toute cette déclinaison des attitudes au contact que tu intègres dans tes patterns d'attaque pour optimiser la circulation de tes joueurs et avoir des sorties préférentielles. Voilà, j'ai peut-être perdu la moitié des gens, mais ceux qui ont compris, c'est ce que je propose dans la partie membre. Et maintenant, ce que je vais vous dire, ça va vous sembler une évidence, mais c'est important. J'ai vu l'Argentine faire des entames vraiment tonitruantes contre les Blacks, les Box, etc. Et le gros souci, c'est qu'ils sont capables de t'infliger des séquences pendant 20 minutes où l'adversaire ne voit pas le ballon. Sauf que quand tu joues les Blacks, si tu ne scores pas, les Blacks, ils te sanctionnent. Ils sont capables d'endurer des séquences très longues, de défendre fort sans se mettre à la faute, en limitant la casse, en fait, de prendre la foudre et derrière de te sanctionner 3 fois. Et ça veut dire que les Argentins, ils vont devoir impérativement convertir et scorer chacune de leurs possessions dans le camp black. Et quand je vous dis ça, c'est une évidence si tu veux gagner un match, il faut que tu concrétises à chaque fois par des points. Mais encore plus pour l'Argentine qui a souvent cette difficulté à scorer sur ses temps forts. Après, sur ce match, je peux pas dire grand chose de plus puisque l'Argentine nous a rien montré depuis le début de cette Coupe du Monde. Et on sait que c'est une équipe qui est accrocheuse, avec son style de jeu, ça va venir te chahuter dans tous les rucks, ça va te brancher un petit peu, normal. En revanche, on va parler un petit peu des Anglais contre l'Afrique du Sud. Nos chers voisins détestés jouent nos bourreaux. Franchement, une finale Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud, ça serait énorme. Car les deux équipes, elles ont 3 titres mondiaux. Et en plus, on sait quand même que c'est vraiment
certaine rivalité, c'est même la rivalité sur la domination du rugby mondial. Et c'est souvent les plus beaux matchs que j'ai eu l'occasion de regarder. Par contre, tout le monde voit les Anglais se faire cartonner. Mais les Anglais, personne les voyait en demi-finale après leur tournoi destination. En termes de jeu, j'en ai déjà beaucoup parlé du système de jeu anglais, de ce que Borthwick n'a pas apporté ou a remis au goût du jour sur le système de jeu anglais, avec un 1-3-3-1 beaucoup plus basique, avec zéro variation et vraiment, moi, c'est pas le style de jeu que j'aime regarder. C'est pas spectaculaire, mais c'est efficace. C'est comme celui des Box. Pas énormément de variations, pas énormément de prise d'initiative. Par contre, tout est stratégiquement très très bien étudié. Mais au-delà du jeu, j'ai quand même l'impression que les Anglais, ils ont réussi sur cette Coupe du Monde à créer une émulation qui est propre à chaque compétition et qui fait que même quand tu n'es pas bon dans le jeu ou pas très performant, tu peux aller loin. Alors oui, on peut parler de leur phase de poule qui était pas terrible, du fait qu'ils aient perdu contre les Fidji à Twickenham. Mais même chose, ils en sont où à ce moment-là dans la préparation? Parce que Steve Borthwick, il est pas là en train de se dire faut que je gagne les matchs de préparation, il se fera pas virer avant le mondial. Il sort du tournoi à destination où il a repris le groupe. Ça se trouve, il est sur une énorme préparation physique. Et moi, c'est ça que je me suis dit. J'étais très content que les Fidji gagnent, mais je me suis dit, ça se trouve, les Anglais là, ils sont en pleine bourre dans leur préparation physique. Et vu qu'ils jouent pas très bien au rugby, ils vont te mettre du 1-3-3-1 avec de l'occupation où ça va venir taper très fort. Et c'est ça que j'avais peur. Et surtout, les Anglais, ils récupèrent au centre une puissance de feu qui est énorme. C'est Tuilagi. Tuilagi, c'est pour moi le régulateur au même titre que Jordi Barrett, au même titre que Danty en France. C'est les régulateurs de la ligne d'attaque. Et on va parler des Box. Les Box, j'ai beaucoup parlé de leur jeu et je pense que vous avez sûrement vu les vidéos. Je vais pas trop continuer à parler du jeu des Box. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est stratégiquement, quelle est l'option qu'ils vont privilégier. Est-ce qu'ils vont refuser de jouer comme contre la France pendant 50 minutes pour pas se fatiguer? Et dans ce cas, ça va être une occupation parce que les Anglais, je suis pas sûr qu'ils envoient du jeu comme la France. Ils vont aller défendre chez l'adversaire. Ou est-ce que au contraire, ils vont décider de mettre un petit peu plus de panache et de plus distribuer le jeu. Ça va être vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont aborder stratégiquement ce match. Et pour revenir sur les Anglais, ce qu'ils proposent, ça n'a pas énormément de variations, mais on peut pas dire le contraire. Depuis le début de la Coupe du Monde, ils envoient du jeu, ils déplacent le ballon, ils prennent un poil plus d'initiative, mais sur des matchs qui sont vraiment simples pour eux. Ils n'ont pas été réellement mis en difficulté. Enfin, ils ont gagné tous leurs matchs depuis le début de la Coupe du Monde. Et j'entends les commentateurs qui disent « Non mais c'est pauvre le jeu de l'Angleterre. Attention, le jeu de l'Angleterre, il est en train de monter, ils sont en demi-finale. » Et c'est compliqué de dire que tu as une nation qui a un jeu qui est pauvre. À ce stade de la compétition, je pense que même quand tu es en quart de finale de la Coupe du Monde, ton jeu n'est pas pauvre. Tu as le même système de jeu que toutes les autres nations. Tactiquement et stratégiquement, tu es outillé comme toutes les autres nations. Les matchs, ils se jouent souvent sur des détails. Il n'y a pas d'entraîneur à ce niveau-là ou de joueurs qui ne maîtrisent pas toutes les facettes du rugby. C'est aussi ce qu'il faut se dire. Donc tu peux pas qualifier le jeu d'une équipe de pauvres. Ils prennent des options, mais ce n'est pas pauvre. Il y a des variations, des stratégies différentes, des adaptations tactiques et surtout, je pense, des états émotionnels différents au sein des équipes. Mais il n'y a pas de pauvreté. C'est une demi-finale de Coupe du Monde. Et si tu regardes la Nouvelle-Zélande qui sur un match décide d'aller défendre chez l'adversaire, d'occuper le terrain et de casser le rythme, tu diras aussi, la Nouvelle-Zélande c'est pauvre, ils refusent de jouer au rugby. Et à certains moments, oui, tu refuses. Et tu as cet aspect psychologique où faut pas oublier une chose, c'est qu'ils se sont fait tordre en finale de la Coupe du Monde il y a 4 ans, les Anglais. Ils ont quand même une partie de leur effectif qui était présent il y a 4 ans. Et donc là, tu vois, c'est quelque chose qui te marque, que tu vas ruminer pendant 4 ans. Et j'irai pas jusqu'à dire que ça me fait plaisir de voir Owen Farrell, sa tête quand il a perdu une finale, et que ça me ferait plaisir de revoir cette image après une deuxième finale perdue. Bon allez, je vous laisse sur cette petite punchline. Oublie pas, pour aller parier et me donner de la force, de cliquer dans le lien en commentaire sur TheBet et de profiter avec le code UPRUGBY des avantages de ton premier pari qui est doublé avec les codes que je t'ai présentés. N'hésite pas à partager cette vidéo à du monde et à faire tourner et on se revoit bientôt. Allez, topette l'ami!